Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis tout juste de retour de Las Vegas où j'ai pu aller rencontrer Alex Hormozy, le patron du fonds d'investissement Acquisition.com pour un workshop de 2 jours. Donc l'idée de cette vidéo, c'était de faire un premier récap à chaud de tout ce qui s'est passé et au final, je sais même pas comment je vais faire parce que c'était assez énorme. On n'avait absolument pas le droit aux photos, aux vidéos ou même aux ordinateurs. Donc en fait, ils nous ont filé un petit cahier et tout est là-dedans. Et en fait, en 2 jours, le cahier est quasiment rempli. Donc c'est assez dense comme vous le verrez. Et on a eu un petit fascicule qui se présente comme ça. Donc l'idée de ce workshop, c'était de travailler sur le scale des entreprises, donc pas juste des agences ou des business random. L'idée, c'était que n'importe quel business pouvait suivre ce workshop et trouver les clés pour scaler. Donc il y avait aussi bien dans la salle des gens qui avaient des agences comme moi que des gens qui avaient un e-commerce ou des entreprises plus classiques. Il y avait même quelqu'un qui avait une franchise d'entraîneur pour chiens, donc un truc assez dingue et pourtant il génère quelques millions, donc c'était un exemple assez intéressant à aller voir. Donc ce que je propose dans cette vidéo, c'est de faire un récap des principaux sujets et je pense qu'on fera une vidéo par sujet pour revenir là-dessus et aller un peu plus dans le détail parce que j'ai pas envie que vous soyez noyés sous l'information. L'idée c'est aussi que vous puissiez me dire maintenant est-ce qu'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres et même avec cette vidéo vous aurez peut-être déjà des pistes pour vous, pour votre business. Donc la première chose qu'ils nous ont dit déjà c'était de parler de la posture du CEO et dans les premières minutes ils nous ont posé la question c'est quoi pour vous un bon CEO? Alors là ça faisait une entrée en matière assez dingue et évidemment personne n'avait la bonne réponse. Et en fait, ils se sont basés sur des études, notamment de McKinsey et Harvard, donc pas des petites boîtes, pour se dire ok c'est quoi la caractéristique principale qui fait qu'un CEO a eu ou non des résultats. Et en fait le résultat de ces études c'est que un bon CEO il se voit avant tout comme un investisseur. Donc on parle pas forcément d'investisseur financier mais il a une mentalité d'investissement, de chercher les meilleurs retours. Et ils avaient la notion de retour divisée en 3 parties. Il y avait le retour sur l'investissement, évidemment celui qu'on connaît tous par rapport à l'argent, le retour sur le temps passé, donc ce qui peut être un peu le ROTI, certains appellent ça Return on Time Invested. Moi ça me donne juste envie d'aller manger mais passons. Et le dernier c'était le ROE, Return on Effort. Donc quel retour je vais avoir pour l'effort que j'aurais fourni, que ce soit un effort physique, un effort mental ou un effort en termes de mobilisation des ressources. Et donc pour eux le CEO c'était celui qui était garant de la bonne allocation des ressources et de les mettre aux bons endroits. Et pareil, ils nous ont fait une petite matrice avec le fait que le CEO, il arrivait à identifier les vrais problèmes et y apporter les vraies solutions, contrairement à un mauvais CEO, par exemple, qui pourrait s'attaquer aux mauvais problèmes et en plus y apporter des mauvaises solutions. Donc là, pour le coup, tout est perdu. Donc il y avait l'idée à chaque fois, et si vous retenez une seule chose de cet exemple-là, c'est de vous dire, tiens, est-ce que ce que je suis en train de résoudre, c'est un vrai problème ou un faux problème et quelle est la meilleure façon de le résoudre? Ils nous ont aussi partagé la stat comme quoi en fait 90% du temps c'est l'exécution d'un plan qui est mauvaise et pas le plan lui-même. Ça c'est que dans 10% des cas. Donc c'est l'exécution qui est pas bien pensée, qui est pas bien arrangée et qui fait en sorte qu'on ne résout pas le problème. Et si en plus on s'attaque au faux problème, alors là on sait qu'on a tout perdu sur toute la ligne. Donc bien se poser la question, est-ce que le problème que je suis en train d'attaquer est un vrai problème ou non et quelle est la meilleure façon de le résoudre. Donc ça c'était le premier point, ça attaquait finalement sur des trucs assez basiques mais cette notion de posture d'investisseur pour un CEO je l'ai trouvé hyper intéressante parce que finalement, surtout quand on est un CEO investi dans l'opérationnel, donc c'est pas le même type d'investissement, mais quand on réalise des choses chaque jour, on perd un peu de vue ce côté vue d'ensemble. Il y a beaucoup de CEO que je connais qui sont toute la journée en réunion, qui vont d'atelier en atelier et finalement, est-ce que leur temps à eux est bien investi ou pas? Ça c'est une bonne question et ça m'intéresse assez fortement de continuer à relire des choses là-dessus parce que je vois que c'est un problème pour certains de mes clients CEO de se dire mais j'ai jamais le temps de m'attaquer aux vrais problèmes, etc. Donc là ça va être intéressant pour moi dans la démarche de coaching et aussi pour mes équipes pour se dire ok en fait quand j'ai affaire à un CEO ou un CMO parce que c'est assez similaire les problèmes qu'ils peuvent avoir, est-ce que je peux pas les aider à faire mieux, à aller plus loin dans la résolution de leurs problèmes et pas juste amener des patchs, amener de l'opérationnel qui finalement c'est important mais c'est pas un game changer pour eux. Le deuxième élément qu'ils nous ont partagé c'est ce qu'ils appellent la théorie des contraintes. Donc chez eux la théorie des contraintes c'est un élément assez central parce que la théorie des contraintes ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'un business, en tout cas sa croissance, elle est limitée par un petit nombre de facteurs, par un petit nombre de contraintes et du coup le rôle du CEO et des personnes qui sont en charge du développement de ce business là, leur rôle c'est d'aller identifier la vraie contrainte. Donc la théorie des contraintes, on en revient là et c'est un peu ce qu'on pourrait traduire en français aussi par un goulot d'étranglement. Où est-ce qu'il y a de l'énergie qui manque
pour vraiment que tout soit au même niveau et que le scaling du business puisse bien se dérouler. Donc cette théorie des contraintes, elle est divisée en plusieurs parties. Il y a d'un côté le fait de se dire, ok, quelle est la vraie contrainte du business? Est-ce que c'est un problème de ressources humaines? Est-ce que c'est un problème de canaux publicitaires? Est-ce que c'est un problème d'offres? Et du coup, on a beaucoup d'a priori souvent sur les contraintes qu'on doit tacler. Là, l'idée, c'est de trouver sa vraie contrainte. Donc, il y a tout un framework. Je pourrais y passer 1 heure, donc on y reviendra sur une vidéo dédiée à nouveau parce que c'est vraiment important et pour le coup, il y a eu pas mal de déclics dans la salle sur des personnes qui ont identifié une contrainte qui n'était pas forcément jugée comme une priorité. Pourquoi? Et ça, c'est le takeaway de cette vidéo. C'est souvent la contrainte principale d'un business se situe dans la zone d'inconfort du dirigeant. Donc typiquement, on pourrait prendre l'exemple pour moi. La partie vente, j'en parlais dans les précédentes vidéos où je préparais le workshop. Moi, j'avais identifié que c'était une contrainte. Pourquoi? Parce que j'aime pas vendre. Bon, évidemment, là, ça a appuyé là où ça fait mal, puisqu'ils m'ont dit, si, tu dois passer du temps à vendre, même si c'est juste vendre des idées, vendre la connaissance de ton agence et pas forcément vendre des contrats. Donc, il y avait cette notion de vente que je déteste faire, qui, selon eux, est un obstacle au développement de l'agence. Donc, ce qui était rassurant, c'est de te dire, si tu es arrivé jusque-là aujourd'hui sans faire de vente, c'est qu'il y a une bonne fondation. Et donc tu peux capitaliser. Donc ils ont un peu joué sur les deux tableaux, là où pour le coup, il y avait d'autres agences où l'opérationnel était une problématique parce qu'ils n'arrivaient pas à délivrer de la qualité et donc ils avaient un gros problème de lifetime value, donc leurs clients venaient et repartaient. Ce qu'on voit souvent sur les agences qui ont du mal avec la gestion quotidienne et l'opérationnel, parce qu'ils apportent pas de résultats au client, donc le client s'en va. Et eux, pour le coup, ils ont arrêté de vendre en limite, parce que vous vendez de la merde. Et donc, concentrez-vous d'abord sur le fait d'avoir un process de delivery, donc de livraison de vos clients, qui est satisfaisant parce que sans lifetime value, tout est voué à l'échec. Ce qui m'amène au point suivant sur la lifetime value. Ils ont énormément insisté sur cet aspect-là et ils nous ont partagé leur formule de valorisation des entreprises, donc ça reste un fonds d'investissement. Donc ils ont des formules de valorisation des entreprises. Et pour eux, une entreprise qui a moins de 80% de récurrence n'est pas valorisable, tout simplement. Il y a une énorme décote sur le fait que une entreprise n'arrive pas à continuer à servir ses clients. Donc il y avait 2 manières de le faire, ça on verra juste après. Mais du coup, la lifetime value, ils ont insisté là-dessus, mais très lourdement. Et donc sur les business d'agence, c'est facile puisque souvent on a un retainer, donc un forfait mensuel, mais par exemple, des agences web qui feraient que du site web en one shot, pour eux ce serait pas valorisable. Pourquoi? Parce que c'est une fuite en avant constante et on va toujours chercher des nouveaux clients. Donc il y avait quelques personnes dans la salle qui étaient sur du monoproduit, mono-usage, donc un produit qui ne se consomme pas, qui ne se périme pas. Et pour le coup, leur valorisation d'entreprise, elle est tombée à 0 parce que ils avaient toujours besoin d'aller remettre de l'eau dans la machine, d'aller remettre des jetons dans la machine, des tout nouveaux. Et donc il y a un risque, parce qu'il y a un risque d'une part de saturation de marché. Une fois que tous vos clients sont équipés, s'il n'y a pas de marché du rééquipement, c'est foutu. Et d'un autre côté, il n'y a aucune capitalisation et aucun avantage compétitif sur le CAC, donc en fait le coût d'acquisition client. Vous ne pouvez pas l'écraser par rapport à une boîte qui va faire un deuxième produit ou du réachat, qui du coup a une lifetime value, un montant investi par client plus important et qui pourra se permettre de dépenser plus en coût d'acquisition. Donc vous êtes en risque qu'un concurrent avec plusieurs produits et une LTV plus importante viennent dégrader son coût d'acquisition parce que lui finalement il continue à être rentable et pas vous. Et donc du jour au lendemain en fait vous pouvez vous faire sortir du business parce que vous n'avez pas réussi à capitaliser sur vos clients existants. Donc ça, la lifetime value, moi j'y crois fortement, c'est un must selon moi. Surtout on a beaucoup de clients dans le e-commerce et ceux en génération de lead pour le coup ils ont plus l'habitude. Mais en e-commerce, on voit souvent à quel point c'est sous-exploité les bases clients. Donc le fait de recontacter ses clients pour les faire réacheter, les recontacter pour proposer une offre supplémentaire tout simplement. Et en B2B, avoir une offre back-end, donc une offre qui est proposée uniquement à ceux qui sont déjà clients pour faire des upsells, des ventes supplémentaires, on va dire. Donc ça, c'est un point qui était hyper important. Et ils invitent aussi à processiser cet upsell pour stimuler la LTV. Donc toujours se dire, par exemple, si j'ai un client qui a acheté jour 1, et en fait, je sais que je vais lui vendre telle autre chose, ou en tout cas lui proposer à J+30, J+60, J+90. Donc ça, c'était assez intéressant. Il y a eu quelques remarques dans la salle, puisque forcément tout le monde est toujours plus intelligent que tout le monde, donc il y en a qui ont dit oui, mais en fait, moi je n'ai rien à vendre une fois que mes clients ont la solution à leurs problèmes. Il y avait un coach en finance personnelle pour les tatoueurs, un truc hyper niché, il y a vraiment qu'aux US qu'il peut y avoir un marché énorme pour ça. Et donc, le mec disait, en fait, moi une fois qu'ils ont le conseil, ils sont autonomes, je peux rien faire d'autre. Et ils ont mis l'accent sur un framework problème-solution. J'explique. Le problème des personnes, c'était qu'ils n'arrivaient pas à mettre de côté de l'argent. Donc ce coach, il arrive et il explique aux gens comment mettre en place un système d'épargne avec des automatisations sur les comptes bancaires, ce genre de choses. Donc la solution. Et soi-disant, il n'y a plus de problème.
Et en fait, c'est Leila Hormozi, donc la femme d'Alex Hormozi, qui est CEO de Acquisition.com, qui a dit bah mais en fait, une fois qu'ils ont de l'argent, ils ont un autre problème, c'est qu'il faut se battre entre guillemets contre l'inflation. Et donc, leur nouveau problème, c'est que faire de cet argent, comment le placer. Et donc, la solution suivante, c'est presque de la gestion patrimoniale pour les tatoueurs, et ainsi de suite. Donc en fait, on voit que tout problème qu'on a résolu pour un client, généralement, en entraîne un autre. Autre exemple, si vous avez des salles de sport et que les gens veulent venir chez vous pour perdre du poids, ok, mais en fait l'étape suivante c'est que ils ont perdu du poids, ils ont besoin de redresser la peau ou je ne sais quoi, de se rhabiller, etc. Bref, il y a plein d'autres problèmes qui apparaissent parce qu'on a résolu un premier problème. Donc l'idée c'est pas de chercher à faire les vautours et à manger sur le corps de vos clients, surtout pas, mais de se dire en fait de quoi vont avoir besoin mes clients après, et justement pour eux il y a une valeur supplémentaire, vous vous posez vraiment comme une figure d'autorité si vous arrivez à anticiper le problème suivant. C'est-à-dire, par exemple, je reprends mon exemple, si à J+90 vous voulez, vous vous rendez compte que les clients généralement c'est là où ils commencent à avoir assez d'argent pour investir, je reprends l'exemple de mon coach en finance, mais en fait vous pouvez proactivement à J+30 ou J+90, on s'en fout, dire à vos clients ok, en fait on a remarqué que souvent après 3 mois les gens commençaient à avoir un peu peur de voir l'argent s'empiler sur le compte et souvent ils ont besoin de conseils. Est-ce que c'est ton cas? Parce que si c'est ça on peut t'aider, et ainsi de suite. Donc c'est pas de la vente forcée, au contraire c'est de la vente assistée. Donc voilà, ça méritera probablement sa propre vidéo là-dessus parce que ça rejoint fortement ce que nous on fait sur la partie email marketing en e-commerce avec la partie réachat, la partie réoccurrence ou la partie abonnement. Donc ça, gardez ça en tête, si ça vous intéresse, vous laissez un commentaire, on reviendra là-dessus. Et ça m'amène à nouveau au ratio suivant, qui était un ratio important selon eux en termes de valorisation, c'est le ratio LTV sur CAC. Donc LTV sur CAC, ça veut dire quoi? C'est le ratio entre la lifetime value de votre client, donc combien un client va vous rapporter sur toute sa vie, comparé à votre coût d'acquisition. Et donc, il faut avoir un ratio LTV sur CAC supérieur à 10. Donc, vous mettez 1 euro, vous récupérez 10 euros sur toute la valeur de vie de votre client. Donc, ça, c'est important parce qu'en e-commerce, nous, parfois, ce qu'on voit, c'est un ratio à 5 sur 1, ou 3 sur 1 même parfois. Ça dépendra vraiment des marges. Et c'est vraiment la LTV, donc le fait d'avoir un client qui remet de l'argent chez vous, qui va permettre de faire monter cette LTV et baisser le ratio LTV sur CAC. Donc ça, encore une fois, ça vous permet d'être plus compétitif quand vous allez faire de la pub, quand vous allez mettre de l'argent à droite à gauche pour faire venir les clients. Ça vous rend plus compétitif qu'un concurrent qui a un mauvais ratio LTV sur CAC. Donc ça, vraiment, je pense que c'est un ratio qu'on va intégrer de plus en plus, nous, sur la gestion des clients, parce que il remet énormément en perspective tout ce qu'on peut voir même sur le ROS, donc le retour sur les dépenses publicitaires, et ça permet d'avoir une vision beaucoup plus stratégique de la place de la LTV dans le business et de la place du coût d'acquisition dans le business. Donc ça, idem, ça méritera sa propre vidéo. Chaque fois, on pourrait pas passer 15-20 minutes par sujet. C'est pas l'idée de cette vidéo. Encore une fois, l'idée c'est vraiment de ratisser large et de vous présenter les différents aspects de ce que j'ai pu voir. Un des derniers points avant de passer à la suite, c'est le recrutement. Donc pour eux, c'est crucial d'avoir des A-players, donc des personnes de niveau A entre guillemets, des A+ players, même ils appelaient ça. C'est quoi? C'est la différence entre quelqu'un qui est potentiellement bon dans son domaine mais qui est pas exceptionnel. En fait, eux ils disent les bons, ils ont probablement une place ailleurs pour être exceptionnels ailleurs. Et on l'a bien vu parce qu'en fait, on allait voir Alex et Leila Hormozi qui ont une présence médiatique assez forte sur les réseaux. Et au final, on les a vus sur les 2 jours, on a dû les voir 4 heures. Et le reste du temps, c'était leurs équipes. Donc par exemple Neil qui est Managing Director, ancien de chez McKinsey, qui a une vision exceptionnelle des boîtes et qui gère le portfolio d'investissement de Acquisition.com. Il était magistral en termes de stratégie business. On a rencontré leur directeur marketing qui a une connaissance de Facebook Ads comme j'en ai jamais vu. Franchement, c'est très très rare. Il est vraiment sur une autre planète. Et on a vu Caleb, donc le Head of Brand. Donc lui, il a une vision du branding qui est énorme. On a revu toute la stratégie de la chaîne YouTube et de l'autre chaîne de Mavericks, vous pouvez vous abonner, ça navigue à droite à gauche. On a refait tout le plan de mes 2 chaînes YouTube avec ça, de manière efficace, pointue et qui continuera de vous apporter de la valeur. Donc encore une fois, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce que on va vraiment accélérer. On a fait tout le planning avec ce gars-là qui gère à la fois les médias de Alex Hormozi du coup et qui est l'ancien gestionnaire de la marque, on va dire ça comme ça, de Gary Vee, donc Gary Vaynerchuk, si vous ne connaissez pas, pareil, allez voir, c'est un mec qui a fondé VaynerMedia, donc qui est une énorme boîte de médias aux US et qui est hyper connu sur les réseaux, il a tout saturé. Donc encore une fois, rencontre incroyable. Et au final, on a plus appris avec ces différents directeurs qu'avec Alex et Leila Hormozi finalement, puisque ils sont vraiment pointus chacun sur un domaine.
et ils ont la vision d'ensemble. Donc vraiment très très cool. Et donc c'est l'impact d'avoir des A-players dans son équipe. Et on a aussi rencontré Frank, donc le Director of Recruitment de Acquisition.com. Donc c'est lui qui gère le recrutement et pour le fonds et pour les boîtes du fonds. Et il nous a appris comment rédiger une offre d'emploi de manière complètement différente de ce qu'on voit d'habitude, comment faire passer des entretiens, comment gérer un pipeline de candidats. Donc nous on avait déjà des annonces un peu always on, donc toujours en mode recrutement en surface. Bah là en fait on va probablement passer à la vitesse supérieure. Donc pareil, si vous êtes traffic manager, media buyer, peu importe comment vous appelez ça, et que vous cherchez un nouveau challenge, écrivez-nous, il y a un formulaire dans la description de cette vidéo. On sera hyper heureux de vous rencontrer et ça promet des belles choses pour la suite. Donc idem, le recrutement pour avoir les bonnes personnes qui vont tacler les bons problèmes et qui vont chercher les bons clients. Donc vraiment un écosystème hyper riche, ça méritera, encore une fois je le dis, beaucoup de vidéos pour tout tacler. Et l'avantage de ça, c'est que ça s'adapte quasiment à n'importe quel business, puisque finalement on a des frameworks assez répétitifs et simples qu'on peut décliner sur un e-commerce, sur de la génération de leads, sur un marché local, peu importe. Et donc c'est hyper riche d'apprentissage et moi pour le coup ça va m'aider à faire un meilleur marketing pour mes clients, pour les clients de l'agence et à mieux gérer l'agence en tant que telle justement. On était déjà très chiant on va dire sur le recrutement avec vraiment un focus sur les A-players magistral pour le coup. J'ai la chance d'avoir une équipe au top à mes côtés, sinon j'en serais pas là aujourd'hui pour le coup. Et c'était déjà le cas dans mon précédent taf où en fait mon équipe faisait en sorte qu'une personne dans l'équipe comptait pour 5, pour 10 parce que on va chercher vraiment les pépites. On n'est pas là pour collectionner les têtes, on n'est pas là pour collectionner et dire je manage une équipe de 10, 20, 30, 40 personnes, on s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est ce que l'équipe elle va accomplir. Et le fait de voir que ce fonds d'investissement assez successful quand même aux US gère ses ressources humaines comme ça m'a rassuré dans la façon dont moi je fais au quotidien parce que au final on a plus ou moins la même vision, c'est juste que eux ils vont beaucoup plus loin dans la déclinaison de cette vision et moi ça m'a donné énormément de clés pour capitaliser là-dessus. Encore une fois je le redis mais ce cahier il est presque plein en seulement 2 jours donc très riche là-dessus. Et le dernier point que je voudrais évoquer dans cette vidéo c'est sur la stratégie business au global. Un des problèmes avec lequel j'allais c'est que nous on est une agence conseil qui fait tout sur le digital, on va dire, aussi bien du Google Ads que du Facebook, que du Pinterest, de l'email, etc. Et c'est souvent un problème en termes de communication, et donc je suis arrivé avec ce problème-là. C'était la question que j'étais prêt à poser à Alex au moment du Q&A, et au final, le temps d'arriver au Q&A, j'étais déjà avec une bonne réponse de la part des équipes, parce que pour eux, en fait, c'est hyper naturel de faire ça, et pire que ça a aucun sens d'être une agence qui ferait que du Google Ads, que du Facebook Ads, que du Pinterest Ads. Pour eux, ça n'a aucun intérêt business et au contraire c'est limite dangereux, ça j'y reviendrai aussi. Et donc pour eux déjà ça tombait sous le sens, ils ont hyper vite compris ce que je faisais parce que pour eux c'est la base. Et donc ça m'a encouragé à plus communiquer là-dessus parce qu'en France en ce moment on voit de plus en plus ces agences un peu silo, nous on ne fait que du Google Ads parce qu'on est les meilleurs machin. En fait non, parce que si vous êtes single channel comme ils disent, donc si vous êtes que sur un seul levier, vous ne pouvez pas apporter suffisamment de valeur à vos clients parce que vous êtes sur un mini silo, un mini écosystème et tous les enjeux du marketing, là où il y a vraiment du levier, ça se passe au-dessus, ça se passe au niveau de la stratégie. Donc ça m'a profondément rassuré dans la façon dont on gère le marketing et dont on gère avec nos clients. On s'est bien rendu compte d'ailleurs que nous on était souvent sur la retenue quand on était en single channel et j'ai même rencontré un dirigeant d'agence aux US, lui il est en Alaska, donc assez lunaire comme endroit, mais passons. Lui il refuse catégoriquement de prendre un client où il n'est pas en gestion de tous les leviers. Donc il dit en fait il y a trop de problèmes, il y a trop de friction dès lors que je suis avec un autre partenaire et que mon client doit parler à plusieurs personnes. Donc ça j'y reviendrai parce que à un moment j'ai même commencé à avoir des doutes tellement on culpabilise parfois surtout sur LinkedIn où il y a beaucoup de partis pris assez erronés finalement de la part d'agences. Pour le coup les US on sait souvent qu'ils sont en avance sur nous. Et là ils l'ont bien compris, aujourd'hui on peut plus tout traquer et donc l'important c'est la stratégie et ensuite sa déclinaison opérationnelle. Donc pareil ça méritera sa propre vidéo, moi ça m'a rassuré, je suis beaucoup mieux dans mes baskets depuis et j'ai prévu un plan de bataille, pareil, c'est pas dans le cahier mais je vais y revenir très prochainement. Donc dans l'idée, si ça vous intéresse de voir comment on opère le marketing au niveau business et pas seulement le digital marketing, c'est les sujets dont je vais parler ici. On va garder la partie plus technique sur la deuxième chaîne, donc Mavericks Media,
où je suis avec Alexia et on vous parle vraiment de la gestion des campagnes, des types de campagnes, des créas, ce genre de choses. Et ici, moi, je vais rester sur la partie stratégie, donc se dire quelle est la place, par exemple, de tel ou tel levier dans un mix média, comment créer un mix média, etc., etc. Et on va dire que là, c'est un peu plus la chaîne top level / entreprise / C-level, vous mettez ce que vous voulez derrière. Et ensuite, la chaîne au niveau purement technique, ce sera l'autre chaîne, donc Mavericks Media. Donc abonnez-vous aux deux chaînes, je le redis. C'est pas toujours évident de faire en sorte que les gens s'abonnent à deux chaînes, mais bref, choisissez ce qui vous intéresse. Si vous êtes là pour la stratégie, gérer votre propre business, ou si vous voulez avoir une vision globale, c'est ici. Si vous voulez des astuces plus techniques sur comment je paramètre telle ou telle chose dans Google Ads ou dans Klaviyo ou n'importe quel outil CRM, et ben allez sur la chaîne Mavericks Media. Ça vous permettra aussi de savoir ok, qu'est-ce que je veux comme type d'info. Et en tout cas ici, l'idée c'est vraiment de faire passer votre business au prochain niveau. Là j'aurais limite de quoi lancer mon propre business de coaching pour CEO, parce que en 2 jours j'ai l'impression d'avoir gagné des mois et des mois. Et donc, l'autre point à garder en tête, c'est que dans les prochaines semaines, vous allez avoir pas mal de vidéos sur chacun de ces aspects-là. Tout ce qui est public, en tout cas, ce que je peux partager en public, je le dirai évidemment. On fait toujours attention parce qu'il y a quand même quelques éléments qui sont propriétaires. Et d'ici là même, moi j'ai une grosse liste de devoirs à faire pour septembre, puisque je retourne dans le programme d'accélération de ce fonds d'investissement début septembre pour une prochaine session. Donc restez accrochés, ça va être vraiment top de voir comment on peut faire passer à la fois mon agence au prochain niveau et comment ça peut vous aider à faire passer votre business au prochain niveau sans que vous ayez à aller jusque Las Vegas ni à y aller 3 fois dans l'année, puisque moi je vais y retourner quelques fois chez son investissement pour la suite. Donc à chaque fois je documenterai, je vous partagerai le maximum d'infos. J'espère que dans cette vidéo un peu teaser, même si sur une vidéo de plus de 20 minutes, je sais pas si on peut parler d'un teaser, bref, j'espère que vous avez eu de la valeur et que vous êtes prêts à avoir les prochains sujets, puisque on va attaquer très fort dans les prochaines semaines. Donc encore une fois, abonnez-vous, mettez un like à cette vidéo, ça me fera très plaisir et on se retrouve très vite.